Bienvenue sur Le Temps d'une bière, un podcast qui s'intéresse à l'histoire du temps qui passe, qui a passé, puis dans le fond, à l'histoire des gens. On s'intéresse à l'histoire de l'alcool, des drogues, mais aussi de la nourriture. Et on aime de temps en temps explorer nos petits coins de pays d'ici, dans le coin du Québec. On va parler des Laurentides aujourd'hui, une histoire récente des Laurentides, une petite révolution microbrassicole qui s'est passée là-bas. Et pour faire ça, j'ai pas pensé à quelqu'un d'autre que Philippe Aubry, qui est un bachelier en histoire, mais surtout un grand fan de l'histoire en grand général avec un grand G et un H majuscule, mais surtout, c'est quelqu'un qui vit dans le coin, qui aime le coin, qui voyage beaucoup dans le coin, qui connaît aussi les microbrasseries du coin. Et avant que j'aille trop loin, trop vite, trop tôt, je veux vous dire que cet épisode-là en particulier vous est présenté par Ergon, un espace de travail collaboratif, un espace de coworking, comme on dit, qui met vraiment la communauté au grand milieu du concept de travail. C'est ouvert, c'est ici qu'on enregistre notre podcast parce qu'ils ont aussi un studio d'enregistrement qui s'appelle G-Man Go. C'est le premier podcast, ou plutôt le premier studio 100% automatique de la province. Et puis, il y a de l'espace pour vous si jamais vous avez une histoire, une voix, puis que vous voulez faire parler de vous. Ceci étant dit, on plonge dans le vif du sujet avec mon ami Philippe. Philippe, il y a une drôle d'histoire. Il y a, disons, une confluence de compétences qui fait que c'est vraiment la bonne personne pour parler de la bière et surtout de l'histoire récente des Laurentides. C'est pas juste parce que c'est un amateur de bière. C'est aussi parce que il y a son propre canal YouTube, Histoire d'un Nord, dans lequel il relate les grands faits historiques des Laurentides. Philippe, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis excité de te parler. Ben moi, je te remercie de me recevoir. C'est vraiment un honneur, pour vrai. Et puis là, non seulement on est là puis on est content d'être là, Bien sûr. mais en plus, toi qui as fait le voyage depuis là d'où tu viens, Laval, tu nous as apporté des petits cadeaux liquides. bien entendu, ça fait partie de la tradition, je pense, de boire de la bière à le temps d'une bière. Sinon, C'est le concept. c'est ça. Qu'est-ce qu'on boit? Ben, on boit de la microbrasserie de Saint-Arnoul, qui est à Saint-Jovite, le secteur centre-ville de Mont-Tremblant pour les intimes. Mhm. Et puis aujourd'hui, c'est une New England IPA qui est excellente, soit dit en passant. Alors, je nous dis un beau cheers. Mon nez confirme que les agrumes sont au rendez-vous. C'est On excellent. prend une petite gorgée là, pour le Santé. plaisir. Toi, ah oui, c'est bon. Dis-moi, Moi. toi, es-tu plus un fan de West Coast ou de East Coast? Parce que t'aimes les IPA. Ben écoute, c'est toujours... c'est des grandes questions. C'est des hein. grandes questions à 100 000 On a eu un autre épisode 100 000. ensemble, puis là, il y avait des 100 questions 000. vraiment importantes, mais celle-là, c'est la question la plus Ben importante. là, avec l'inflation, je pense qu'on est rendu à une question à 1 million de dollars, Oh, oui. je pense. C'est une question de 2022, là, on s'entend. En 2022, il faut une étude de cas, il faut une réponse inclusive. Tu sais, c'est pas facile de dire ça. Voilà. Ben écoute, je vais trancher le débat tout de suite en partant, crevons l'abcès. J'ai vraiment un faible pour les Northeast. Et pour parler du sujet d'aujourd'hui, la IPA du Nord-Est de Boréal. Ah, elle est bonne, elle est vraiment bonne. Moi, évidemment, dans l'histoire, elle est récente, la IPA du Nord-Est. Ouais. J'ai une anecdote vraiment étrange ou drôle par rapport à cette bière-là. C'est pas moi qui la vis. Mon frère travaillait dans une start-up informatique en 2016-2017 qui n'existe plus parce que ça a été racheté, évidemment. C'est ça, une start-up C'est informatique. comme ça que ça fonctionne. On est à Montréal. Mhm. Et puis, c'est des Français qui sont arrivés pour travailler en informatique au Québec parce qu'on a un excellent marché pour ça dans l'emploi. Et puis, c'est des gens qui ont énormément d'argent, mais qui ont aussi beaucoup de goût pour la bière. Et puis, c'est des gens qui, au travail, évidemment, au travail, il y a un frigidaire à bière. Mhm. Alors, eux, ils avaient l'habitude d'aller chez le biérologue pour s'acheter des bières. Et puis, évidemment, il fallait qu'il y ait un certain prix à la canette parce que sinon, on ne boit pas la canette. Mais pour l'anecdote, avec la IPA du Nord-Est, quand le produit a été lancé en 2017, eux, ils ont fait du camping devant l'usine de Boréal, à Blainville, dans les Laurentides, pour obtenir les premières canettes de l'IPA du Nord-Est de Boréal. Et puis, je comprends. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux d'entendre cette histoire-là, mais la bière, elle est à se rouler par terre. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à trouver un produit rapport qualité-prix. Mhm. Puis en plus, moi, je consomme local en prenant cette bière-là, ce qui est quand même important. Mhm. Mais la recette, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Il y a quelque chose dedans. C'est magique. Elle a été bénie par Saint-Arnoux.
Tu connais la légende de Saint-Arnoux, Ben hein? évidemment, parce que la bière qu'on boit aujourd'hui, c'est de la Saint-Arnoul. Ouais, ouais. Saint-Arnoul pour... Ben, moi, il faut qu'on le dise, là. Il faut qu'on le dise sur le podcast. C'est quelqu'un qui est devenu un abbé dans les Flandres en 1087 et puis qui aurait sauvé la population locale oui, d'une épidémie en bénissant un baril de bière. Puis tous ceux qui ont bu cette bière-là ne sont pas tombés malades. Et depuis ce temps-là, il a été, disons, considéré comme le patron de la bière. c'est exact. J'avais justement ça dans mes notes sur les microbrasseries. Des fois, j'aime ça me savoir, toujours la curiosité de l'histoire. Mhm. Pourquoi une microbrasserie porte un tel nom? Et puis, je pense que les microbrasseries au Québec se font un plaisir d'aller puiser dans l'histoire Mhm. pour se donner une signification. Mais oui, oui, c'est le saint patron de la bière. Ben, je Alors, pense que c'est au-delà de la signification, c'est aussi dans le partage. Tu sais, je parlais à la microbrasserie de Saint-Pancras sur la Côte-Nord qui me faisait une typologie de la géographie et de la faune et du folklore de la Côte-Nord à travers ces bières. C'était une démarche vraiment intéressante. Mais tu sais, pour eux, en tout cas pour Pierre-Antoine Morin, qui est un des propriétaires à qui j'ai parlé, il me disait, bah nous, on redonne à la communauté. Puis tu sais, le brassage de la bière, c'est une vieille aventure communautaire. Puis c'est ce qu'on fait avec les microbrasseries. Puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde passionné qui font de la bière puis qui ont du succès, qui font exactement ça. Ils ont une mais approche communautaire. corrige-moi, je pense qu'il y a des traces de brassage de bière qui sont très anciennes dans l'histoire de la civilisation. Je pense que tu pourrais nous éduquer là-dessus, peut-être. Bah oui, justement, j'ai écrit un article aujourd'hui là, sur les Natoufiens, qui sont un peuple un petit peu mystérieux. Ils semblent apparaître à partir de nulle part, puis après ça, disparaître vers nulle part d'une façon assez rapide. Euh, Ça serait eux qui auraient brassé, d'après les preuves archéologiques, d'après les fouilles, la plus vieille recette de boisson fermentée qu'on a trouvée jusqu'à date. Je dis pas que c'est les premiers ou les derniers, mais ça date d'à peu près 13 000 ans, là. Mais C'est dans le coin du Levant, genre à côté d'Israël. c'est la beauté de l'histoire, parce que honnêtement, la discipline ne nous permet pas d'affirmer ça va être ça exactement. C'est-à-dire, Mhm. jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Mais tu sais, brasser de la bière, là, ça fait longtemps que je brasse des concepts historiques autour de ça. Puis en réalité, je m'excuse pour le jeu de mots, je m'excuse profondément. Mais Alors, en je réalité, vous donne le pardon. ça fait vraiment longtemps, probablement, qu'on consomme des produits alcoolisés. Probablement plus loin que les 13 000 ans dont je viens de te parler, parce que l'alcool se crée naturellement, indépendamment de l'action humaine. Il y a des micro-organismes qui existent dans l'air, qui sont vieux de plusieurs centaines de millions d'années, qui sont plus vieux que nous, qui sont des levures, qui existent à la surface d'à peu près tous les objets qu'on peut penser dans la grande majorité des climats. Je veux dire, toi-même, tu as plein de levures là, sur ton corps. Il y a de la levure dans l'air, il y a de la levure un peu partout. Il y a certaines plantes qui ont un certain type de levure, qui ont Ouais. leur propre écosystème de levure. Mettons, OK. tu sais, le vin, ben, je veux dire, les raisins, d'habitude, ont un type de levure qui est bon, mettons, pour faire du vin ou pour faire d'autres choses. Donc, il est très possible que nos ancêtres, il y a des millions d'années, aient bu euh, un ensemble de raisins ou de pommes ou de fruits mûrs qui avaient commencé à fermenter naturellement. Puis, il y a une hypothèse qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ben, je veux dire une dizaine d'années ou plus, selon quoi la capacité de détecter l'alcool chez les humains, en tout cas chez nos ancêtres, ait eu un avantage évolutionnaire assez important dans la mesure où est-ce que ça nous aurait permis d'avoir plus de sucre. Donc, l'alcool qu'on aurait détecté, notre nez est bon pour reconnaître de l'alcool. Encore plus le nez de nos ancêtres. OK. Et OK, tu puis, m'apprends quelque chose pour vrai, ouais. ouais, je te dis, c'est fou raide. Il y a une théorie selon laquelle il y a genre quelque chose comme 1 million d'années, euh, nos ancêtres auraient développé une enzyme qui permet de métaboliser l'alcool 10 à 42 fois plus rapidement. Fait que, Ce qui veut dire que l'alcool aurait été moins toxique. Donc, ayant été attiré par l'alcool, il aurait développé plus de capacité à trouver du sucre. Donc, il aurait mieux mangé. Parce que le sucre, en théorie, ça existe. C'est une rareté. La plupart des environnements de la planète sont pas super vivables, là. La forêt amazonienne, ça a bien beau être riche puis plein d'arbres, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de fruits. C'est comme déficitaire. mais heureusement pour nous, mettons, dans une région comme les Laurentides, les arbres produisent du sucre.
par exemple, l'érable. Ben oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on exploite depuis quand même longtemps. Est-ce que vous faites des bières à l'érable dans le coin? Ben, moi, je peux pas parler pour les producteurs de bière, mais je suis sûr que ça existe. Ouais, Probablement ouais. qu'il y a des bières à saveur d'érable. Je lance un appel aux brasseurs qui nous écoutent. Si jamais vous avez de la bière à l'érable, manifestez-vous. Et c'est ainsi que le grand défi de la bière historique à l'érable a été lancé Lancé. pour le temps d'une bière, par le temps d'une bière, avec Philippe Aubry de l'histoire d'un Nord. Mais Merci, parlons merci. un peu, ça me fait plaisir, parlons un peu de votre histoire d'un Nord, des Laurentides. Euh, la microbrasserie dans les Laurentides, c'est quand même assez important. Vous avez des grands noms, là, comme Saint-Arnoux qu'on boit ce soir. Et puis en même temps, il y a le chemin de fer qui était, dont on parlait à un moment donné, le chemin de fer qui a été un peu comme le grand corridor de l'essor économique de la région, qui a été remplacé par une piste cyclable. Est-ce qu'on peut dire que la microbrasserie, c'est devenu un peu comme une espèce de renaissance touristique dans votre coin? Ben, je vais plus parler au nom de l'histoire de la microbrasserie au Québec, des recherches que j'en ai faites, parce que je suis obligé d'inclure, évidemment, les microbrasseries des Laurentides dans le plus grand contexte des microbrasseries du Québec. Ben oui. Je vais commencer avec... je pense que c'est une citation d'un reportage à Radio-Canada que j'ai écouté récemment de Marie-Ève Mirand, qui est la directrice associée des micros du Québec. Puis évidemment, prenez pas ça pour du cash si jamais je me trompe. Mais les microbrasseries, là, c'est comme le nouveau perron des églises au Québec. Puis je pense que c'est une bonne façon de le dire, puis c'est une bonne façon d'entrer dans la matière avec l'histoire des Laurentides. Mhm. Mais je me permettrais aussi une autre nuance par rapport à l'histoire des Laurentides. De ce que j'ai compris, évidemment, les Laurentides, de ce que j'ai compris, ce que je vais vous expliquer, puis si vous avez suivi ma chaîne YouTube, c'est que dans l'histoire des Laurentides, le tourisme, c'est essentiel. Le tourisme, à quelque part, bien, évidemment, c'est une des retombées du train, mais du transport en général, parce que plus tard viendra la voiture avant que le vélo arrive. Et puis la voiture, là, ça a changé la game. Mhm. Mais avant la voiture, c'est le train. Le train amène les touristes, la villégiature, le ski. La villégiature et le ski, ça amène la consommation d'alcool dans la région et ça amène toutes sortes de chicanes locales Mhm. qui se sont probablement vues un peu partout au Québec, mais aussi en Amérique du Nord. Parce que je peux vous parler de prohibition, de débat autour de est-ce qu'on a le droit de consommer ou non dans le village ou dans la ville. Mhm. Parce que faut comprendre qu'au Canada, on n'a jamais vécu la prohibition comme on l'a vécu aux États-Unis entre 1920 et 1933. Ça l'a pas passé de la même façon, surtout pas au Québec. Le Québec qui est différent du reste du Canada, je suis obligé de le dire, culturellement. Peut-être que c'est nos origines franco-catholiques qui nous permettent d'être un petit peu plus slack. Puis je m'excuse d'employer cette expression-là, mais c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est que le Québec, à l'époque de la prohibition ou du débat de la prohibition, c'est l'endroit le plus permissif en Amérique du Nord en termes de consommation d'alcool. En 1864, le gouvernement de ce qui allait devenir le Canada, là, mes cours d'histoire commencent à être loin, là, c'est un peu gênant, va voter la loi Duncans. La loi Duncans, ça permet à une ville de voter. Donc, voter, oublions pas, à ce moment-là, les femmes n'ont pas le droit de vote. Les paysans, ben, s'ils sont propriétaires, ils ont le droit de vote. Mais si tu es locataire, comme si tu habites dans une ville, Mhm. tu n'as pas le droit de vote. C'est ton propriétaire qui vote à ta place. Fait que t'es mieux d'avoir signé un bail que de l'allure. La loi Duncans. Les propriétaires dans une ville qui se réunissent en conseil vont voter. La ville va être sèche. Qu'est-ce que ça veut dire une ville sèche? Ça veut pas dire qu'il y a le désert chez vous. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de boire d'alcool. Tu n'as pas le droit d'en produire, tu n'as pas le droit d'en vendre. Aucun transport non plus. Ben, ça, L'alcool ne peut pas rentrer. J'imagine. Ouais. Je pense que ça fait partie de l'équation. Évidemment, vous comprendrez que c'est très difficile à appliquer. C'est surtout un petit peu, je dirais, utopique. Mhm. Mais c'est dans l'air du temps. Dans ce temps-là, on considère que l'alcoolisme, c'est un problème et non un phénomène relié à des problèmes sociaux. C'est-à-dire que c'est la base de tous les maux de la société, mettons, genre, où dans une famille, il y a des problèmes, ben, c'est de la faute au père qui est alcoolique ou de Fait la mère. on fait des amalgames. On mélange des problèmes qui vont être psychologiques, culturels ou éducationnels ou sociaux à
l'alcoolisme. C'est- On met l'accent sur l'alcoolisme. C'est de la faute de la boisson. Mais il faut dire qu'on boit beaucoup à l'époque aussi. On boit beaucoup. Évidemment. Ce qui arrive, c'est que, c'est ça, les villes peuvent voter. Donc, le gouvernement provincial n'a pas légiféré en la matière ou le gouvernement fédéral s'est un peu lavé les mains de ça. Tu sais, aux États-Unis, quand la prohibition est votée, puis là, corrige-moi si je dis n'importe quoi, je pense que c'est une question de gouvernement fédéral. Ouais, c'est le gouvernement fédéral américain qui va voter la Constitution sous la Ligue anti-saloon, sous son influence. Le patron de la Ligue anti-saloon, c'est une des rares personnes qui est capable vraiment là, de faire et de défaire des politiciens américains. Et c'est un sec. Donc, lui, son objectif, c'est vraiment de faire disparaître les saloons. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal avec la prohibition américaine, c'est que le but des principaux avocats ou défenseurs de la prohibition, c'est pas d'abolir l'alcool, c'est de se débarrasser des saloons, qui sont des lieux d'excès, puis des lieux d'abus. Dans l'imagination populaire, c'est Sodome et Gomorrhe. On veut se débarrasser des saloons. Les bars, c'est moins important. Pourquoi? Parce que c'est des lieux de prêts usuriers, de prostitution. OK, ouais. Et puis, c'est ouvert tout le temps. Et puis, là... C'est une source de revenus pour quelconque personne pour impliquée ceux qui ont dans le l'État? saloon, peut-être, mais les saloons, tu sais, c'est des commerces indépendants. Fait il n'y a pas de grande compagnie qui va posséder, mettons, genre... C'est pas comme aujourd'hui, là. Même là, aujourd'hui, la plupart des bars sont pas la propriété d'une grande compagnie, si on veut. Tu Non, as c'est des vrai. grandes succursales des compagnies, mais il n'y a pas l'intégration. C'est pas genre monopole horizontal vertical que, mettons, Ouais. Molson aurait ses propres bars, en plus Ouais. d'être le producteur, le distributeur, puis etc. là. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'à l'époque de la Prohibition, les saloons américains sont vraiment des gros lieux de débauche où est-ce que c'est raisonnable de penser pour n'importe quel observateur externe qu'un homme qui rentre là-dedans va gaspiller tout son salaire, va sortir chaud puis va battre sa femme. Ben, je suis content que tu dises ce genre de choses-là, bien que ça soit triste, là. C'est très triste. C'est très triste. Pensez pas que je suis vraiment sans cœur. C'est parce que ça me ramène à notre sujet d'aujourd'hui. Mhm. La loi Euh, Duncan. La loi Duncans, mais évidemment, le mari pourvoyeur. Parce que l'idéal familial, mettons, dans l'histoire des Laurentides, Ouais. c'est des colons qui s'établissent, Ouais. donc c'est des familles, forcément. On encourage justement que ça soit le modèle parfait de l'époque, là, que dans ce temps-là, c'était la famille nombreuse, l'homme, la femme mariée, puis tu vas aller à l'église le dimanche. Oubliez pas le curé Labelle. Fameux curé Labelle. Le fameux curé Comment Labelle. l'oublier? Impossible. Et de toute façon, si on l'oublie, il va mettre le poing sur la table elle sera pas contente. Alors, Voilà. j'en dis pas plus. Quand les hommes allaient bûcher dans le bois l'hiver, c'était une source de revenus parce qu'évidemment, l'hiver, c'est le moment du repos. Sinon, Mhm. les terres des Laurentides sont pas très fertiles longtemps parce que les gelées viennent plus vite que, mettons, dans Ouais. les plaines du Saint-Laurent. Anecdote comme ça, parce que ça avait rapport. Les hommes, ils gagnent leur salaire à la fin de l'hiver. Puis, dans le cas des personnes qu'on sait que dans le village, ils ont des problèmes de boisson, Hmm. on envoie la paye direct à la femme pour pas qu'elle ait toute la dépensée à la taverne, puis qu'il rentre à la maison, puis qu'il fasse le bordel. Quelle bonne idée. Quand même. Parce que, au lieu des ligues anti-saloon au Québec, puis dans les Laurentides, on a des ligues de tempérance, des confréries, c'est des Mhm. catholiques, c'est des femmes souvent qui s'occupent de ça. Ouais. Et puis, à l'époque, on voit l'alcoolisme comme un... C'est le problème. Dans le fond, c'est la source des problèmes de la société. Genre, t'es alcoolique, puis Ouais. là, tout découle, la pauvreté, puis tout le reste découle. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'approche sociale a changé, puis que l'alcoolisme, dans le fond, c'est un symptôme d'autres problèmes, puis qu'il faut le traiter. On a une meilleure compréhension, grosso modo, de ce que l'alcoolisme est. Mais si tu peux me permettre, Bien sûr. ce qui est vraiment intéressant avec la tempérance puis la Ligue anti-saloon aux États-Unis, c'est que c'est une des premières plateformes pour l'expression politique et l'émancipation des femmes. Aux États-Unis, les sociétés de tempérance sont une des premières manifestations politiques des femmes en tant que personnes capables de voter, qui Ça ont leur donne leurs une- propres opinions. Ça leur donne une voix. Ça leur donne une voix parce que Exact. c'est aussi les premières victimes Évidemment. des abus conjugaux qui viennent avec l'alcoolisme chez les hommes. Et puis aussi, c'est que il- aujourd'hui, on ne s'imagine pas ça, mais au 19e siècle, aux États-Unis, on atteint le nadir
de la consommation par tête de pipe d'alcool de tous les temps. On bat des records de consommation individuelle d'alcool. Aujourd'hui, on ne penserait pas à ça, mais on bat vraiment des records d'alcool par volume qui sont inimaginables aujourd'hui. Ça amène à beaucoup, beaucoup de violence conjugale. Parce que c'est la première fois, à cause de la révolution industrielle, à cause de l'augmentation des salaires, à cause de l'augmentation des brasseries, qu'il y a autant d'alcool qui est disponible pour autant de monde aussi rapidement puis pour aussi peu cher. Puis une des résultantes, c'est que le monde se ruine. Le monde sont sous tout le temps. Puis le monde bat leurs femmes. Malheureusement, tu sais, la concordance est vraiment énorme. Fait que les femmes peuvent pas voter. Ils peuvent pas exprimer leur misère. Donc, ils s'organisent. Puis ça va être beaucoup des femmes, après ça, des églises, puis des industriels qui vont s'allier, qui vont faire en sorte que quelque chose de vraiment étrange va se passer, puis sans aucun précédent va arriver, qui est pendant presque 15 ans aux États-Unis, la production, le transport, puis la vente d'alcool va être interdite. OK. C'est fou. Puis je m'attends à ce qu'à peu près à la même époque, on a aussi eu un nadir de consommation d'alcool au Québec, et y compris dans les Laurentides. Bien, évidemment, le débat autour de la prohibition, tout ce qui est ligue de confrérie de tempérance, puis même ici au Québec, on a des exemples que souvent c'est des femmes qui adhèrent à ces ligues de tempérance ou qui les organisent parce qu'évidemment, comme tu dis, elles sont les victimes de ça, puis elles n'ont pas de voix. Puis ça, dans le fond, c'est carrément... c'est comme si on les écoutait pas, mais grâce à ces ligues-là, ça leur permet de s'exprimer publiquement puis de donner leur avis sur un problème qui est quand même grave. C'est-à-dire, boire de l'alcool, c'est une chose, en profiter, c'est une chose, mais on sait que l'alcool, ça mène à des excès. Ouais. D'ailleurs, à partir des années 1850, dans ce qui est les Basses-Laurentides d'aujourd'hui, par exemple à Saint-Eustache, ben, on va avoir des ligues de conférences, des ligues de conférences. Appelez-nous pour une conférence. Mais c'est bon, ça. Ouais. Ça, c'est du PR avant le temps, là, c'est ça? Ben oui, bien c'est sûr. C'est pas un lapsus, là. Non, c'est une idée de génie. C'est la vérité vraie, je vous le dis, faites vos recherches. Ah, ouais. Mais non, pour être plus sérieux, des ligues de tempérance. Et puis, évidemment, les curés s'en mêlent parce que souvent, c'est les instigateurs. Les curés, comme partout au Québec, ils sont très influents. C'est le pilier de la société. On l'a vu, par exemple, un personnage comme le curé Labelle, qui est le roi du Nord, l'apôtre de la colonisation des Laurentides, les gens se rallient derrière lui, les gens le connaissent. La figure du curé, à l'époque, c'est quelqu'un dans la société qui, quand même, c'est un rang élevé et c'est quelqu'un d'influent. Fait que le curé, ben, c'est lui qui fait le sermon, c'est lui qui... À quelque part, il y a de l'influence sur la vie sociale et économique d'une communauté. Une communauté est un village ou une ville, par exemple, ou une paroisse, parce que dans une grande ville, il y a plus qu'une paroisse à l'époque. Il y a des débats sur à peu près 100 ans dans l'histoire des Laurentides, donc 1850-1950. La question, justement, est-ce que la ville, grâce à la loi Duncans, doit devenir sèche ou pas? Qu'est-ce qui influence ça? Bien, il faut comprendre qu'à l'époque, on consomme de l'alcool en public dans un hôtel. Puis là, un hôtel, pensez pas un Delta, un Marriott, un Days Inn ou genre même un Super 8. Là. Non. À l'époque, un hôtel, là, ça a l'air que ça tient de la cambuse. Une cambuse, là, c'est le campement des bûcherons en hiver quand ils s'en vont dans le bois. Fait que c'est très rudimentaire. Mais c'est un lieu de consommation. C'est un lieu où on se rassemble probablement entre hommes. Puis genre, on dépense notre paye, puis après ça, on rentre à la maison bien chaud, puis c'est le cheval qui te conduit jusque chez vous, là, tu comprends? Puis le lendemain de veille, il n'est pas plaisant pour la famille. Ben, j'imagine que les gens ont mal à la tête. Mais, fait que là, c'est considéré une nuisance. Fait que là, ben, il y a des abus avec ça. Et puis là, le curé, il se dit, ben là, il faut prendre action. Alors, ben, on peut interdire la consommation d'alcool dans la ville, dans le village. Pour faire ça, ben, il faut faire voter. Puis souvent, ben, on utilise l'influence. Ce qui arrive, c'est que, évidemment, les hôtels vont s'améliorer avec l'arrivée du train, par exemple. L'arrivée du train amène la villégiature dans les Laurentides, mais amène aussi l'industrialisation dans certaines régions. Si je prends une ville comme Sainte-Agathe-des-Monts, qui est à peu près à 80 km au nord de Montréal, dans les Laurentides, ben, Sainte-Agathe-des-Monts, là, le train y arrive en 1892. Et puis, rapidement, les riches Montréalais, ils décident
d'investiguer, je peux-tu dire ça? En tout cas, de prendre place pour Ouais, se bâtir investiguer. Ouais, c'est le bâtir bon des mot. beaux chalets, puis ils vont se bâtir. Dans le fond, il y a des hôtels qui se construisent où ce que les notables, ben, tout le monde se réunit là-bas, ça fait le party, tout. Puis évidemment, l'avenue du touriste, c'est bon parce que c'est de l'argent neuf dans des nouvelles terres qui, forcément, ben, ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Mhm. Puis avant que le train arrive, on a connu des années de C'est misère. précisément le moment où est-ce qu'on a besoin de capital. On a besoin de capital, puis surtout une ville comme Sainte-Agathe qui veut s'imposer. Sainte-Agathe, là, c'est qu'aujourd'hui, ça a l'air d'une municipalité quand même d'envergure pour la région. Je pense qu'on parle de 14 000 habitants, mais à l'époque, Sainte-Agathe, ça veut rivaliser avec Saint-Jérôme ou Saint-Jovite. Attention, Saint-Jérôme, là! Puis évidemment, Sainte-Agathe a des avantages que Saint-Jérôme n'a pas, puis je suis pas là pour trancher, là, je suis pas un juge, là. Mais avec justement toute la villégiature qui s'en va à cet endroit-là, il se consomme énormément de boissons. Mhm. Les curés à Sainte-Agathe sont très influents. Puis je pourrais prendre d'autres villes. Je vais prendre la municipalité de La Belle, qui est plus au nord. C'est au nord de Saint-Jovite. Là-bas, les curés, ben, il y a des anecdotes par rapport à la consommation de boissons. Un des premiers curés, puis là, je vous sortirai bien son nom, là, mais c'est quelque part dans mon fouillis sur ma table. Ben, il a été renvoyé par le curé Labelle en personne. Savez-vous pourquoi? Le curé Labelle, on sait que c'est un gars, il fume, il Ben, crache. c'est ça qui est drôle, il c'est un boit. personnage influent qui est très puissant puis qui boit en masse. D'après moi, il excédait pas, par contre. Il devait savoir se contenir. Parce qu'il a renvoyé le curé, un des premiers curés des années 1880, parce qu'il buvait trop. Il était tout le temps chaud. Fait qu'il l'a rétrogradé à type de simple colon. Puis le gars, d'après moi, il s'est repenti parce qu'il est resté dans la municipalité de La Belle. Mhm. Mais à Sainte-Agathe. À Sainte-Agathe, là, le débat autour est-ce qu'on fait une ville sèche ou pas est toujours là, toujours présent dès les années 1880, puis surtout quand les touristes arrivent. Pourquoi? Parce que ça amène l'excès. Fait que là, ben, le curé est très influent. Il y a eu le curé Jean-Baptiste Bazinet, qui a été une figure emblématique, qui a été de tous les débats publics. Fait que lui, il se mêlait de genre la vie commerciale, la vie municipale. Quand il y a eu les... Dans le fond, il est curé entre 1912 et puis 1945. Donc, il a vécu les deux guerres. Puis tu sais, dans les guerres, il y a la conscription qui vient à un moment donné. Mhm. Et puis lui, il se prononçait en Il y a faveur. beaucoup de Québécois qui sont pas contents non plus. Évidemment, ben, c'est un curé. Puis lui, il dit, moi, je suis en faveur de la conscription. C'est quand même dur comme choix. Fait que lui, c'était ses grandes croisades. Mais une de ses grandes croisades, c'est toujours pour ou contre la consommation de boissons alcooliques. Et il précise pas si c'est genre de la bière ou du fort. D'après moi, c'est du fort. De ce que j'ai compris, ça serait du fort là, qui se consomme. Puis c'est ça qui mène à l'excès, parce qu'on parle toujours de boissons enivrantes. Aujourd'hui, on a des IPA. Une IPA, c'est quand même fort. Si t'en prends une coupe, c'est enivrant. Ouais, ben, d'après ce que je connais de la prohibition américaine puis des mouvements de tempérance, le problème, c'est pas la bière, c'est l'alcool. Le puis fort. c'est le fort plus que la bière dans l'alcool. C'est plus le fait d'être sous dans une place de gens qui veulent que tu restes sous puis que tu dépenses tout, Ouais. puis qui vont te prêter pour que là, tu leur doives de l'argent, pour que non seulement tu es sous, mais qu'en plus, tu vas leur donner tous tes sous sans faire de mauvais jeux de mots qui sont très mauvais, évidemment. Mais grosso Excellent. modo, tu sais, le problème des saloons américains, c'est que tu as à la même place, tu sais, dans le fond, c'est comme un casino à Las Vegas où est-ce que la loi serait comme inexistante, puis où est-ce que ça serait comme le Far West, puis où est-ce que pendant que tu es sous, tu empruntes de l'argent à quelqu'un qui a tout intérêt à ce que tu lui rendes son argent, genre avec 105% d'intérêt en dedans de 2 jours. Puis dans ce temps-là, oublie pas, mettons, on prend des Puis localités. le monde sont pauvres. C'est le Les monde gens, sont pauvres, les pardon. gens sont pauvres, Ouais. puis prends des localités qui sont éloignées. Il n'y a pas une banque qui va te prêter de l'argent. Et ouais. T'empruntes aux notables, aux riches, aux commerçants du village. Ou Une tu te seule dette peut ruiner ta famille pour le restant de ses jours. Puis si c'est une dette en boisson, ben là, le curé, il fait un bon exemple. Le dimanche, il te ramasse au sermon, puis regardez, il faut pas faire comme ça. Puis à Saint-Agathe, c'est un peu qu'est-ce qui arrive. C'est Ouais. vraiment la croisade. Mais là, tu as le dilemme. Parce que tu as deux groupes d'intérêts qui s'affrontent, puis c'est quand même cordial. Là, on parle pas d'affrontement armé. Tu as la chambre de commerce ou l'association des hôteliers, genre, qui affronte les ligues de tempérance, qui est menée par un curé qui est très influent puis qui emmène très large. Puis ça, ben, je prends l'exemple de Sainte-Agathe parce que je le connais quand même bien, mais je l'ai vu en lisant les livres, je l'ai vu dans d'autres villages. C'est quelque chose qui revient souvent. Sainte-Adèle, ça revient énormément souvent. Est-ce qu'on est une ville sèche ou pas une ville sèche? Puis évidemment,
Sainte-Adèle, c'est plus vieux que Sainte-Agathe comme colonie. Mhm. Je vais le dire comme ça. Puis l'affaire, c'est quand on essaye d'empêcher une ville de boire, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme un peu la prohibition, qu'est-ce que ça amène? Parle-moi un peu des deux camps qui s'opposent, juste pour que je sois bien sûr de comprendre. Dans cette espèce de guerre de l'alcool. Parfait. Ben écoute, évidemment, tu sais, la Ligue de tempérance, le clergé, le curé Bazinet d'un bar, eux, dans le fond, c'est que l'alcool, c'est à la base des problèmes dans le village, dans la ville, puis que ça l'amène aux excès, puis ça ruine, dans le fond, le modèle idéal du catholique, tout ça. De l'autre côté, ben, tu as des intérêts économiques. Donc, je parlais de la chambre de commerce, d'associations d'hôteliers. Ces gens-là ont tout intérêt à ce que l'alcool se consomme dans un village comme Sainte-Agathe, qui est la capitale touristique au début du 20e siècle. Pourquoi? Parce que c'est des revenus. Puis là, le débat s'envenime sur mais est-ce que les locaux ont le droit de boire ou pas, parce qu'on permettrait peut-être aux gens de l'extérieur de boire, puis ça serait pas grave, mais évidemment, comment tu veux commencer à contrôler qui boit, qui boit pas? Qui vient de l'extérieur, qui vient de côté, qui vient d'ici, ouais, c'est compliqué. Puis c'est très complexe. Alors évidemment, il y a des années que ça va fonctionner. D'ailleurs, le prédécesseur du curé Bazinet va faire des menaces de démission si ça continue à être une ville où il se vend de l'alcool. Ça aura son impact. Une année. Après ça, on va accorder des permis de boisson aux hôtels pareils, parce qu'évidemment, on est une capitale touristique, on ne peut pas enlever les permis de boisson. De toute façon, enlever les permis de boisson, ça mène à de l'alcool illégal. Il y aura d'ailleurs des descentes. On va découvrir des trous, où ce qu'on fait avec des alambics, on fait de l'alcool frelaté. Ce qui n'est pas vraiment mieux que de l'alcool qui est genre standardisé, si on veut. C'est pire, je pense, consommer de C'est l'alcool. pas mal pire. C'est très dangereux. T'as moins de contrôle. Quand tu fais un alcool style moonshine chez toi, qu'il y a des dangers que tu contrôles pas assez l'alcool, puis qu'il y a trop d'alcool, puis que ça te rende aveugle, ou que ça t'empoisonne, tout simplement. Exact. Puis que tu du méthanol. Le méthanol, ça peut te tuer. Puis, écoute, je me permettrais de conclure ce débat-là entre ces deux groupes d'intérêts-là à Sainte-Agathe. En 1921, au Québec, on crée la Commission des liqueurs. Évidemment, on va parler d'une succursale dans une municipalité comme Sainte-Agathe-des-Monts parce que c'est une capitale touristique. Ça prend absolument une succursale de la Commission des liqueurs dans les années 1920 là-bas. Tu parles de la SAQ, là, hein? Oui, la SAQ. OK. Alors, ça prend une succursale là-bas. Fait que, dans le fond, le clergé va tellement être influent qu'il va réussir à convaincre les paroissiens de dire non 2 fois à une succursale dans la municipalité. Le clergé dit non à la SAQ. Et oui, le clergé dit non à la SAQ. Ça paraît que dans ce temps-là, c'est pas l'État qui mène. Parce qu'aujourd'hui, l'État, c'est lui qui aurait dit 2 succursales de la SAQ, 3 s'il faut, parce que c'est touristique, qu'il y a de l'argent à faire là. Oui, mais en même temps, les gens veulent de l'alcool. Évidemment, c'est pour ça que ça n'a jamais marché, la prohibition, à ce moment-là. Dans cet exemple-là, ça dure jamais longtemps, comme dans d'autres villes. De toute façon, dans les années 30, malgré la Grande Dépression, le ski va connaître un essor fulgurant. L'arrivée des trains des neiges, des trains juste pour les skieurs, ça amène toute une cohue, genre de jeunes, de moins jeunes, qui viennent profiter de la beauté exceptionnelle des sites de ski des Laurentides de l'époque, qui sont à leur apogée. Le ski alpin, d'ailleurs, connaît un essor incroyable grâce à l'invention du remont de pente un peu plus tôt, dans les années 1929-1930. C'est tout nouveau, le remont de pente étant pas celui d'aujourd'hui. Mais il se consomme énormément de boissons. Pas juste dans les trains, là. C'est parce qu'éventuellement, en bas des centres de ski, il va y avoir un petit bar, quelque chose, un petit lounge. Et puis, tu sais, tranquillement, pas vite, le ski va se démocratiser avec, je dirais, le déclin du train. Ça a l'air con, dit comme ça, mais c'est parce que le déclin du train, c'est grâce à la démocratisation de l'automobile puis le développement du réseau routier qui amène plus de gens dans la région. Alors, évidemment, les restaurants, tout ça, ça va connaître un essor sur le bord des routes. Puis, dans les années 70, puis là, je résume très grossièrement parce que il faut passer au sujet des microbrasseries du Québec qui est très intéressant. Dans les années 70, il y a un nouveau phénomène qui apparaît, qui s'apparente à tout ce qu'on a connu avant, mais qu'on lui donne un nouveau nom, à l'après-ski. Fait que l'après-ski, c'est quoi? Oublions pas, je vous résume, dans ce temps-là, les centres de ski, c'est rendu des business. C'est plus un petit centre de ski en arrière de chez vous, puis un petit remont de pente bric-à-brac que ton voisin a inventé.
Non, là, un centre de ski, tu vas damer à neige, t'éclaires les pistes le soir, t'as un chairlift à 4 places, t'as un bar en bas de la montagne. Et puis, une fois que la journée de ski est finie, ben, tout le monde se retrouve dans le bar. Et puis je suis coupable de ça. Moi, quand que je vais faire du ski avec mes amis, on va toujours prendre une petite bière après parce que c'est le temps d'une bière. C'est drôle parce qu'on appelle ça une petite bière, mais c'est jamais le temps juste d'une bière. Ben, attends, ben, ça dépend, ça dépend. Là, je patine un peu, là, mais je veux dire, si c'est moi qui conduis, c'est juste le temps d'une bière. Tant mieux. Quoique, avec les microbrasseries aujourd'hui, il y a de la- Non, mais attends, non, vas-y, c'était la bonne réponse. Une bière, c'est assez. c'est Surtout si tu conduis après. C'était la bonne réponse. Merci de... Dis-tu avant de prendre une gorgée? Ouais, je vais étouffer ça un peu. Puis là, tu voulais qu'on parle un peu de microbrasserie, Oui. parce qu'évidemment, le ski a apporté une nouvelle communauté de gens qui savent apprécier la région puis qui savent boire la région. Ben, en fait, l'histoire des microbrasseries, ça ne sera pas relié à l'histoire du ski, malheureusement. Mhm. Mais l'histoire des microbrasseries au Québec, ça commence des années 80, parce que avant ça, je vous résume, apparemment que les brasseurs se faisaient un plaisir de faire de la bière qui coûtait rien. Donc, le but, c'est que la bière elle soit exceptionnellement légère. Mais ça l'amène une influence, je pense que c'est tu sais, la bière style belge, puis tout ça. Dans les années 80, il y a des gens qui commencent à redécouvrir ça, puis qui font des voyages à l'extérieur, qui ramènent les recettes au Québec, puis qui lancent... Au début, tu n'avais pas le droit de brasser de la bière si tu n'étais pas un grand brasseur. Ouais. Je pense qu'il fallait que tu le fasses dans le contexte d'un restaurant. Ouais, ça se peut. Bref. L'histoire des microbrasseries au Québec, ça commence des années 80, mais je pense que la meilleure année qu'ils lancent ça, c'est 1988, avec la création de grands joueurs qui sont encore en activité, 88-89. Mhm. Puis là, je vais aller dans le sujet de l'histoire des Laurentides. À Saint-Jérôme, en 1987-1988, naissent les Brasseurs du Nord. Les Brasseurs du Nord, c'est Boréal aujourd'hui. Ah, ouais, c'était Ouais. ça leur nom au départ. Oui, ben, d'ailleurs, je pense que le nom officiel de l'entreprise, puis là je dis ça officiel, c'est ça, c'est très important, là. Il me semble que c'est encore les Brasseurs du Nord, le nom. Ouais. Mais- Ben, j'en parlais avec Mario Dair, puis Léo là, des affaires brassicoles avec Pierre Clermont. C'est bizarre parce que Boréal sont vraiment dans une catégorie à part dans l'histoire du Québec. C'est comme la seule microbrasserie dont le nom n'est pas le nom de la bière. Quelque chose comme ça. Parce que tu sais, on dit on va boire une Boréal. Fait que Ouais. tu bois de la Boréal. Mais Boréal, c'est le nom de leur première bière. C'est pas le Oui. nom de la brasserie. Puis rappelle-moi, la première bière qu'ils ont faite, je pense que c'était une rousse, eux aussi. C'est ça. Puis Oui. le nom de la rousse, c'était la Boréal. Oui, parce Mais qu'il y avait c'est- juste un produit. C'est ça. C'est Ben, exactement ça. c'était les ouais, Brasseurs du Nord. C'est bizarre. Oui, c'est spécial. C'est genre la seule brasserie du Québec qui n'est pas connue par son nom, mais par le nom de sa première bière, mettons. Oui, puis qu'aujourd'hui, en fait, tout le marketing de cette microbrasserie-là est basé autour de Boréal. Ouais. On dira plus les Brasseurs du Nord. Les Brasseurs du Nord, c'est comme un peu... genre la compagnie qui distribuerait ça en arrière, un peu comme à Montréal, tu as les Brasseurs RJ qui Ouais. regroupent un paquet de brasseries de petite, moyenne envergure. Ouais. Puis d'ailleurs, dans la révolution des microbrasseries, dans les années 80, ben, plusieurs noms qui apparaissent aujourd'hui, on les regarde, puis c'est plus des microbrasseries. Là. Pour nous, c'est comme des petites brasseries commerciales. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, tu regardes Belle Gueule, Saint-Ambroise, Unibrou. Ouais, ça, c'est des brasseries très commerciales. C'est Ben, commercial, c'est mais des microbrasseries dans le sens que tu as un goût qui a une certaine personnalité. oui. Puis ils ont un certain succès, ce qui veut dire qu'ils font un volume plus élevé que les plus petites microbrasseries. Mais on n'est pas dans le volume des très grands brasseurs, C'est des ça. consortiums. Ouais. Puis d'ailleurs, ça se remarque, mettons, dans l'épicerie, quand que tu regardes l'étalage des bières, ces brasseurs-là, ils n'auront pas des cases de 24. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un petit peu comme ça, je le gage. Puis là, plus que tu t'en vas dans les microbrasseries, ben, éventuellement, la brasserie est tellement petite que Puis c'est t'as- normal parce que l'amateur de microbrasserie ne veut pas une case de 24. Effectivement. Non, la case de 24, c'est pour se désaltérer. Genre, tu sais. Ouais. C'est un petit peu, justement, c'est de la bière sans intérêt, genre gustatif, là, comme dirait Mario Dair dans son guide, là, que j'ai De la justement bière ici. gustative. Sans intérêt gustatif. OK. Puis son symbole, c'est un arrosoir. Fait que, dans le fond, c'est comme boire de l'eau. Puis j'aimerais ça faire une petite inclusion, si c'est possible. Moi, je porte une épinglette de la bière Laurentide.
Puis j'ai fait exprès. Mon Dieu, la bière Laurentide, ça fait des années que j'ai touché à ça. Ben, tu sais qu'ils ont sorti comme une édition spéciale pour le 375e de l'anniversaire de la ville de Montréal en 2017. Ben, je m'attendais Il y a- à rien de moins. Il y a un gars qui a fait une pétition pour que le nom revienne sur les tablettes. Évidemment, c'est pas de la bière avec un... Ça a aucun rapport avec les Laurentides, là, je tiens à le préciser. Là. Comme j'ai fait mes recherches là-dessus, puis je me suis rendu compte que le nom... Ben, en fait, je suis pas un expert là, sur l'histoire de la bière, malheureusement. Mais il me semble que les compagnies, à une époque, cherchaient des noms selon les marchés. Mhm. Est-ce que je me trompe? Ben, j'en connais pas plus là-dessus, je pourrais pas te le dire. Mais ça m'étonnerait pas vraiment, je veux dire, le produit et le consommateur. Mais le nom Laurentide a été choisi pour le marché québécois dans les années 60 parce que c'est associé évidemment à cette époque-là, les Laurentides. Les Laurentides, c'est pas juste la région des Laurentides, c'est aussi les montagnes. Mais La nature sauvage, la nature les sauvage, montagnes, les lacs, le chalet, la Ouais. vacance, le nord, la proximité à Montréal, c'est ça. le chemin de fer. Ben, à ce moment-là, oui. Donc, le nom a été choisi par Molson justement pour intégrer une nouvelle sorte de bière légère qui avait presque pas de goût Mhm. pour le marché du Québec. Puis, de toute façon, Molson, c'est une brasserie québécoise. Là. C'est à Montréal depuis toujours. Fait que... Mais tu sais, c'est quoi la grande ironie là-dedans? Les grandes brasseries commerciales euh, se font critiquer par rapport à leur bière qui manque de goût, mais la grande majorité des gens, malgré la popularité des microbrasseries, cherchent des bières, Sans goût. pas nécessairement sans goût, mais accessibles, des bières de soif, Ouais. des bières sans amertume, des bières sans côté trop développé. Tu sais, comme la grande majorité des gens cherchent une bière qui est très peintable. Et la plupart du temps, l'offre est du côté des brasseries commerciales. Puis, ben, je te donne raison. C'est sûr que les microbrasseries ont quand même le vent dans les voiles au Québec. Surtout si on regarde dans les 10 dernières années, c'est assez Ah impressionnant. oui, là, ça a explosé. Ça l'explose. Surtout dans les années 2010. Oui, effectivement. Dans le fond, de ce que j'ai compris, il me semble que genre c'est en 2014 puis 2019, on passe de 120 à 240 brasseries au Québec. Donc, brasseries, on considère les grands comme les petits, là, on Ouais, s'entend. ouais. Puis probablement que dans 2019, ça fait 3 ans maintenant. Je pense que dans les 3 dernières années, il s'est fait énormément de microbrasseries. Ouais, Surtout ouais. parce qu'il y a des établissements qui brassent pour d'autres. Fait que tu peux prêter le nom. Ah non, mais c'est fou, mais j'en parlais à Pierre Clermont là, dans un autre épisode il y a peut-être 4-5 mois. Là, on est rendu à 306 permis de brassage au Québec, pour les microbrasseries là, surtout. OK. On pense que ça va monter à 400 dans un an. C'est beaucoup, là. Oui, parce que C'est maintenant que ça se passe, c'est ça que ça veut c'est dire. ça. Puis je pense que c'est plus facile que jamais aussi, se lancer en microbrasserie. Puis Hmm. Puis Ouais. là, je vais ramener ça à l'histoire des Laurentides parce que c'était notre sujet. Je vais vous parler de la microbrasserie qu'on boit aujourd'hui, mais je vais vous parler de d'autres exemples que personnellement, moi, j'ai connus. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Dans le fond, le contexte récent de l'histoire des Laurentides nous permet de comprendre pourquoi que les microbrasseries ont du succès ou pas dans la région. Évidemment, à ce moment-là, je m'éloigne d'une microbrasserie comme Boréal, parce qu'aujourd'hui, Boréal s'est rendu un grand joueur. Mhm. Mais je vais prendre des microbrasseries dans des villages ou des petites municipalités. Je dirais pas village parce que c'est insultant un peu, là. Je m'excuse auprès des Ouais, villages. je comprends. Si je prends Saint-Arnould, mais à Mont-Tremblant, parce que Saint-Arnould s'est créé en 1996 par un ancien travailleur du Canadien Pacifique. Sur le lieu d'une source qui alimente la brasserie en eau. Mhm. Aujourd'hui, le restaurant est là. La microbrasserie, il y a comme un souci de recyclage aussi dedans, c'est-à-dire qu'on la bâtit style à l'ancienne, mais on récupère des équipements Mhm. des équipements du chemin de fer, là, même les équipements de réfrigération, tout ça, ça viendrait de des wagons, puis bref. Ça naît en 96. Pourquoi que ça naît en 96 puis que ça fonctionne jusqu'aujourd'hui? Ben, parce qu'il faut comprendre que Saint-Jovite, à ce moment-là, qui n'est pas encore dans la municipalité de Mont-Tremblant, il y a un phénomène qui vient de se produire en 1991 dans la région qui va changer la face de la région. Parce que Mont-Tremblant
toutes les villes de Laurentides se font compétition pour le tourisme dans les années récentes, même depuis le début. Sainte-Agathe, c'était la reine des Laurentides. Tantôt, je vous ai dit que c'était numéro 1. Ça n'a pas toujours été numéro 1. Vite, il y a eu d'autres compétitions. Saint-Jovite, ça a longtemps été populaire à cause de la montagne du Mont-Tremblant, qui a été faite en 1938-1939. C'est tombé dans l'oubli parce qu'éventuellement, c'est désuet. En 1991, il y a un groupe de Vancouver qui décide de racheter le Mont-Tremblant, la station de ski, puis de relancer, de faire un centre touristique 4 saisons, un resort. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui au pied du Mont-Tremblant. C'est Intra-West. Intra-West, ils investissent des millions de dollars. Ils refont le centre de ski au complet. Il y a un village piétonnier en bas. C'est 4 saisons. Tu peux y aller tout le temps. C'est commercial. C'est beau. Ça amène le succès dans la région. Ça a relancé une région qui tombait dans l'oubli. Dans 96, là, il y a, puis autour de ces années-là, 2 brasseries qui rouvrent dans la région qui existent encore. La microbrasserie du Diable, la microbrasserie Saint-Arnoul. Pourquoi que ces microbrasseries-là ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui? C'est grâce à l'apport touristique que la montagne du Mont-Tremblant d'Intra-Ouest amène dans la région. Sans ça, ça aurait tombé dans l'oubli, ça aurait été méconnu, les gens auraient arrêté de consommer le produit parce qu'il ne faut pas oublier que le produit, au début, ils le vendaient juste sur place avant de l'exporter. Mais c'est de succès en succès qu'aujourd'hui, on peut consommer ce produit-là pratiquement partout dans les Laurentides. Puis, tu sais, mettons la région de Montréal. Je ne sais pas pour ici, probablement qu'il l'a dans les magasins de micro parce qu'aujourd'hui, l'offre est abondante. Puis des exemples comme ça dans les Laurentides, j'en ai beaucoup. Saint-Arnoul, c'est exceptionnel parce que dans l'histoire de la microbrasserie, c'est quand même ancien, 1996. On parle de 1988. Ils sont parmi les premiers. C'est ça. Dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas 306 permis de brasserie. Parce que moi, j'en ai vu des microbrasseries ouvrir puis fermer à cause du contexte. Je prends une ville comme la municipalité de La Belle. J'en parle souvent. Parce que cette municipalité-là, c'est plate parce qu'elle a tombé dans l'oubli à cause du contexte historique. Dans le temps, la route, la 117, elle passait dans tous les villages. Mais tu sais, à un moment donné, c'est fatigant, là. Une autoroute dans ton village, tu as des trucks qui passent à longueur de journée. Du bruit. Des camions chargés de bois, c'est pesant, ça descend à la côte sur le Jacob. Le Jacob, c'est le frein moteur, la compression. C'est extrêmement bruyant. Ça sonne comme un hélicoptère, pour vous dire. T'as ça à longueur de journée, la nuit, qui passe sur la rue principale. T'as des voitures qui passent tout le temps. Mais t'as un avantage. T'as un afflux de gens dans ton village. Mais l'affaire, c'est que comme c'est une nuisance... Puis tu sais, ça peut être dangereux si tu as des familles, les enfants, tout. Puis là, tu as toujours ça qui passe en avant de chez vous. Ben, tu veux pas ça. Dans le contexte récent, on a fait des voies de contournement dans beaucoup de villes au Québec, des routes principales. On tasse la route du village. Puis, ben, la rue principale du village, qui était l'ancienne route, ben, c'est comme à perdre du volume. Une ville comme La Belle, qui a elle a eu une microbrasserie en 2021, l'année dernière. Puis j'ai été à cette microbrasserie-là, elle est excellente. Malheureusement, je pense qu'elle n'existe plus. Parce que j'ai essayé d'appeler, puis ça répond pas. Puis quand je passais devant, ben tout est placardé. Pourquoi que c'est mort? Ben, ça n'a pas fonctionné alors qu'on est dans une époque de microbrasserie. Mais ce qui est arrivé, c'est que La Belle, la voie de contournement, elle a ouvert il y a à peu près 10 ans. Et puis depuis 10 ans, ce village-là cherche à attirer des gens dans le noyau villageois. Et ils ont pas trouvé, du moins, moi je livre là, fait que je le vois, là, la dynamique du village est jamais revenue comme qu'est-ce que c'était avant. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé, les hôtels ont fermé. Tu sais, aujourd'hui, ils ont essayé de lancer une microbrasserie qui est excellente, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que, dans ce contexte-là, le tourisme fait vivre les microbrasseries dans les Laurentides. Là où le tourisme va, je pense que je pourrais me permettre de conclure avec ça, si tu le permets. Là où le tourisme va, ben, on va consommer local parce que c'est dans l'air du temps. Ben, on consomme beaucoup, justement, les bières. Mais dans les microbrasseries, l'offre est abondante. C'est pas juste de la bière, c'est souvent des produits du terroir, des produits de la place. On essaye de mettre de l'avant-plan, je peux-tu dire ça, le localisme? Le localisme, moi, je te le permets. Tu me le permets? Ah, merci beaucoup. On met d'avant-plan ce phénomène-là, surtout, mettons, dans les 5 dernières années. Puis peut-être encore plus depuis qu'on essaye de vanter l'achat local avec la pandémie dans laquelle on est encore. Mais oui, là, j'ai résumé très grossièrement, mais c'est comme ça que je le vois là, dans l'histoire des Laurentides. Comme partout ailleurs au Québec, je pense que
Ce qui explique le succès ou pas, moi, c'est dommage. C'est le tourisme autant de l'extérieur que le tourisme intérieur. Écoute, c'est donner la bière d'ici aux gens d'ici et d'ailleurs et partager ce qu'on a ici à des gens qui visitent pour que ici devienne le nouvel ailleurs. Philippe, un grand merci pour ta présence et aussi pour la bière que tu nous as fait découvrir ici pour le temps d'une bière. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode et surtout pour les gens là qui, à la maison, dans l'auto, en raquette, en moto ou en pied, écoutent notre podcast. Oui, en pied, c'est ça, hein, quand les gens marchent. Donnez-nous un petit like sur YouTube, abonnez-vous, écrivez-nous, posez-nous des questions. Nous sommes interactifs, nous voulons avoir des amis. Donc, posez-nous des questions et surtout, likez-nous, comme on dit en bon québécois. Et moi, je vous dis, à la semaine prochaine. Ciao!